du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, je réalisais avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, parce que j'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. L'interview. François Briançon, 43 ans, dégagé des obligations militaires. Ancien animateur à Radio Campus dans les années 80, depuis j'ai fait mon chemin. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise et engagé dans la vie publique puisque je suis maire adjoint de Toulouse, chargé des sports et des loisirs. Moi, les premiers souvenirs que j'ai des radios libres, c'est l'interdiction dans les années 80 des radios ripostes, je crois qu'ils s'appelaient comme ça, qui avaient été lancées par une partie de la gauche. Je ne sais plus si c'était le Parti Socialiste en direct, mais je me rappelle de cette vision de François Mitterrand venant les soutenir. Et puis la libération en 81, c'est un souvenir qui est gravé, je dirais, dans l'histoire maintenant. Moi, mon premier contact avec la radio, c'était en 81 à Colomiers, puisque j'habitais à Colomiers, chez mes parents à l'époque, j'étais lycéen. Et il y avait un projet de radio associative, radio libre, comme il a dû en fleurir partout, chez les jeunes qui avaient envie de se bouger un peu, à Colomiers, projet qui a duré le temps d'une réunion à la mairie, et qui n'a pas continué parce que à l'époque, on avait 15-16 ans et on a dû, la semaine après, trouver un autre centre d'intérêt que la création d'une radio. Antenne 2, 29 juin 79. L'émission Pirate Radio Riposte, diffusée ce soir par la Fédération de Paris du Parti Socialiste, a été brouillée un peu plus de 3 minutes après la prise de parole de M. François Mitterrand. Au cours de son intervention, le premier secrétaire du Parti Socialiste s'est élevé contre ce qu'il appelle la mainmise du pouvoir sur les moyens d'information, mais n'a pu poursuivre plus avant en raison, je vous l'ai dit, du brouillage. Enfin, à 21h15, devant le refus d'ouvrir les portes, la police a forcé ces portes de la cité Malesherbes, d'où nous appelle François Médard. Actuellement, la police bloque les issues du siège annexe du Parti Socialiste Français, dans lequel se trouve une cinquantaine de militants et plusieurs élus parisiens, dont Laurent Fabius, l'actuel porte-parole du Parti Socialiste. Moi, c'était SF. Mon premier souvenir, c'était SF. Je me rappelle d'ailleurs, c'est la première fois où il y avait de la musique diffusée comme ça, de façon importante. Le flux était continu. Avec de la musique qu'on aimait, quoi, pop, du rock, des choses qu'on n'entendait pas forcément ailleurs de façon aussi importante. Et puis c'était aussi la capacité qu'on avait à enregistrer les émissions ou à couper les morceaux sur un radiocassette, comme aujourd'hui des jeunes peuvent aller télécharger. Nous on piquait, voilà. Bon, je vais pas jouer l'ancien combattant 43 ans, mais moi mes premiers souvenirs c'était ça, quoi. C'était TSF, où il y avait vraiment la musique que j'écoutais à l'époque. Moi, j'ai toujours été un grand, et je suis toujours un grand fan de musique. Je suis abonné à Rock and Folk depuis que j'ai 14 ans. Je le lis encore. Ça fait souvent rire. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été grand consommateur, quoi. Donc à l'époque, TSF, c'était vraiment la musique que j'aimais, quoi.
C'était le format américain. Moi, c'était vraiment... moi, j'écoutais... j'ai fait beaucoup de guitare quand j'étais jeune. J'en fais encore un peu, mais là, beaucoup moins. Et donc, j'écoutais beaucoup de rock américain. C'était 2-3 ans avec un Born in USA de Springsteen, quoi, qui a vraiment été un album qui était diffusé sur TSF. Je me rappelle même d'ailleurs du concert à Montpellier de Springsteen en 83, où on était parti avec Greg Lamazère, qui est aujourd'hui animateur sur TLT. C'est TSF qui avait organisé ça. On était parti en train voir le concert. On était revenus, on était tout un paquet des radios toulousaines à être allés voir. Voilà, bon, c'était cette musique-là, la musique américaine, californienne et tout, qui passait, Toto, enfin des groupes comme ça, Jackson Browne, Tom Petty. Enfin, moi je me rappelle de ça, quoi. 19 septembre 81, Antenne 2. Fin des poursuites également dans l'affaire de Radio Riposte. Monsieur François Mitterrand, dont un message avait été diffusé bien avant les élections par cette radio socialiste, avait été inculpé. Ces deux dossiers sont aujourd'hui fermés. Le dossier des radios libres, en revanche, est loin d'être clos. À 2 reprises cette semaine, le Sénat a pris des positions qui vont à l'encontre des souhaits du gouvernement. D'abord, les sénateurs se sont déclarés favorables à des radios municipales. Ensuite, ils ont admis le principe de la publicité. Alors, il faut d'ailleurs dire que certaines radios libres n'avaient pas attendu le feu vert des sénateurs pour faire de la pub sur leur antenne. J'ai 12 783 planches à voile venant directement de Versailles Sport, et si vous voulez l'adresse, la voici. Versailles Sport, 30 avenue de Saint-Cloud, Versailles. C'est par l'une de ces annonces publicitaires pour les commerçants locaux que RFM vient d'entrer dans le monde de la radio commerciale. Pour la plus importante radio libre, elle revendique 2 millions d'auditeurs. Le recours à la publicité paraît en effet indispensable. La possibilité d'avoir accès à la publicité, quel pourrait être le moyen d'existence de telle radio? Ça ne pourrait être que le financement politique ou le financement de diverses associations dont les buts ne sont pas toujours clairement définis. Et je crois que s'il n'y avait pas accès à la publicité pour une radio comme RFM, eh bien je crois que ce serait ni plus ni moins que la mort de ce type de station. Pas plus de 5 minutes de publicité par heure pour un tarif de 1000 francs la minute. Tel est le choix de cette radio pour rémunérer la vingtaine de personnes qui assurent son fonctionnement 24 heures sur 24. Puis après c'est le bac en 83, et en 83 j'étais déjà un militant politique au sein des jeunesses socialistes. Je fais du syndicalisme à l'UNEF, qui est installé 15 rue des Lois à Toulouse, et dans les cartons de l'UNEF il y a les projets d'ouverture d'une radio, Radio Campus. Dont la fréquence avait été négociée, attribuée dans les années 82-83. Et donc dès la rentrée de septembre-octobre 83, j'étais étudiant en Sciences Po. Je fais partie des quelques étudiants qui effectivement lancent Radio Campus à l'antenne. Je crois qu'on a commencé à émettre Radio Campus dans le courant de l'année 83, pas dans nos locaux. Parce qu'il n'y avait pas de locaux, on n'avait pas de studio, il n'y avait pas d'argent, on avait la fréquence en fait, et on a émis dans les locaux de Radio Montpaïs à la Bourse du Travail. Il y avait avec Radio Montpaïs, la CGT, la Bourse du Travail, une proximité, je dirais syndicale, politique, qui a facilité ce rapprochement, même si au quotidien c'était pas toujours évident d'aller. Et donc on émettait à partir de 20h, je crois, le soir, voilà, jusqu'à ce qu'on voulait, mais bon, généralement on s'arrêtait à minuit pour aller boire une bière. Police
j'ai eu mon bac en écoutant les classes. Donc, et fort en plus. Donc, comme quoi, c'est pas incompatible. Non, j'ai pas de souvenir radiophonique particulier. J'étais pas un consommateur, un auditeur de radio. Non, j'étais plutôt musique, disque, quoi. Pour être tout à fait honnête avec vous, l'UNEF à l'époque, UNEF SE, je crois que ça s'appelait, était plutôt un lieu d'expression militante des jeunesses communistes, qui majoritairement tenait le syndicat. Et c'est vrai qu'il y avait une partie des jeunes du Parti socialiste qui militaient à l'UNEF. L'autre partie militait à ce qu'on appelait l'UNEF-ID à l'époque. Et cette partie minoritaire qui était dans l'UNEF-SE avec les militants communistes, c'était plutôt à l'intérieur du Parti socialiste les gens qui étaient proches de Jean-Pierre Chevènement, qui avaient eux aussi une culture politique marxisante. Ça tombait dans les clichés. Et donc, moi, je me suis retrouvé à la direction du syndicat pour représenter la partie socialisante, je dirais, de ce syndicat. Et quand on a dit de quoi vous voulez vous occuper, il en fallait un pour la radio, moi, je levais la main. Je ne vais pas regretter. Voilà. C'est une période intéressante. Moi, j'en garde de bons souvenirs. J'ai même rencontré ma femme, militante communiste à l'époque, à l'UNEF, quoi. 16 février 82, TF1. À l'université maintenant, le syndicalisme étudiant tente lui de jouer un rôle différent de celui qu'on lui a connu jusqu'ici, il faut bien le dire. Cette nouvelle forme d'action consiste à faire des propositions sur tous les sujets de la vie à la fac, qu'il s'agisse de bourse ou d'accueil des étudiants étrangers. C'est l'une des décisions prises par le congrès de l'UNEF, indépendante et démocratique, qui a réuni 32% des suffrages aux dernières élections universitaires. Sur ce sujet, Florence Chal. L'UNEF indépendante et démocratique va donc compter quelques 100 élus au conseil d'université. Sans doute plus même quand les résultats des élections universitaires seront officiellement connus. Ces élus ont pesé fortement sur l'orientation prise à ce congrès 1981. Participer à l'élaboration de la réforme de l'enseignement supérieur à laquelle travaille actuellement le ministère de l'Éducation nationale. Participer, oui, mais tout en préservant l'indépendance syndicale. Jean-Christophe Cambatellis. Nous pensons, nous, qu'il faut juger sur les faits, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont positifs, par exemple le dialogue qui existe entre l'organisation syndicale et le gouvernement, mais qu'aujourd'hui il va y avoir de nouvelles réformes et qu'il faudra juger sur les faits. Non, on était surtout deux vous savez, bon, c'est comme partout, vous pouvez nommer des tas de gens en responsabilité, au bout d'un moment, après, il y a ceux qui sont dans l'action et qui en font plus que les autres et qui, d'une certaine façon, prennent entre guillemets le pouvoir, parce que là, c'était plus pour s'amuser, que c'était pas un lieu de pouvoir à la radio. Et donc, je me rappelle, on était deux, il y avait moi et un copain qui s'appelait Jean-François Rossi, que j'ai perdu de vue depuis. Et on était, sans que ça soit officialisé ou quoi, on pourrait dire aujourd'hui les directeurs d'antenne, directeurs de la radio, les responsables. Je me rappelle même plus s'il y avait un président. Et donc on animait nous-mêmes un certain nombre d'émissions. On faisait beaucoup d'émissions par nous-mêmes, et puis on avait lancé pas mal de rendez-vous sur le cinéma, la vie étudiante, la musique. Mardi et mercredi auront lieu à Rangueil et en sciences les élections au conseil d'administration, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire. À cette occasion, Radio Campus organise lundi à 21h05 un débat avec toutes les listes en présence dans l'émission Anti-Sèche. N'oubliez pas, sur les 90 MHz, lundi soir à partir de 21h05, pour tout savoir sur les élections en sciences. Je crois que nous, le premier émetteur qu'on avait, c'était celui de Montbaïs, qui devait être sur le toit de la Bourse du Travail. Mais après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. J'ai beaucoup de souvenirs de liens avec Chapoux, moi. Puisque il y avait beaucoup de soirées étudiantes et Radio Campus les animait par l'intermédiaire d'un copain que je revois là, qui était un étudiant algérien et qui s'appelait Zoubir et qui revient... Qui est à nouveau à Toulouse, là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il m'a appelé quand il est arrivé. Et donc, mais après avec Fauché, Rangueil, j'ai moins de souvenirs. On était vraiment dans une démarche, je vous dis, d'occuper du temps d'antenne et de faire des émissions, et c'était vraiment un petit groupe.
Anti-Sèche, l'émission qui vous rendra incollable sur toute la semaine étudiante à venir. Anti-Sèche, tous les lundis soirs de 21h à 22h. Anti-Sèche, sur Radio Campus, la radio des étudiants de Toulouse. Pour nous faire parvenir les infos que vous connaissez, à partir de 20h, vous pouvez composer le 61 21 64 05 tous les soirs. On devait être une petite vingtaine d'animateurs. Moi, j'animais une émission musicale avec un gars dont je ne me rappelle plus le nom et que j'avais connu par l'intermédiaire d'un magasin de musique qui était rue des Lois qui s'appelait Musique Action. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Dans lequel je passais énormément de temps, qui était mon dealer en CD, en 33 tours à l'époque, en 45 tours, qui a fermé depuis. Et c'était toute l'équipe qui tournait autour d'une boîte de nuit qui était à l'île Jourdain, qui s'appelait Le Pied, qui existe toujours, mais dans laquelle il y avait énormément de concerts à l'époque. Et qui était un peu l'équipe de potes de Paul Persson, des gens comme ça qui faisaient de la musique à Toulouse. Donc c'est pas la jeune génération d'aujourd'hui, mais c'était la période avec les gens avec qui j'ai travaillé. Donc nous moi je travaillais sur des émissions musicales avec eux, soit à l'antenne, soit des fois je faisais le technicien. J'avais appris à me servir des platines de CD, enfin de disques. Voilà, donc on travaillait ces équipes-là. On travaillait avec Hervé Sansonetto déjà du Bikini, qui était déjà un élément clé, Hervé, de la scène musicale toulousaine. On rendra jamais hommage à Hervé. C'est vraiment un type. Enfin, moi j'imagine que vous allez le connaître. Moi c'est un super copain, mais c'est vraiment déjà à l'époque quelqu'un qui était vraiment engagé à fond. On avait fait un concert de soutien pour Radio Campus chez lui d'ailleurs. On avait fait passer un groupe français. Alors je suis incapable de. Je crois que c'était les Snipers, qui était un groupe de Nantes. Hi, this is Michael Jackson. And this is Vincent Price, inviting you to The Thriller. C'est un bon souvenir, quoi. Moi, j'en garde beaucoup de. C'était rigolo parce qu'à Radio Montpaïs, ils n'avaient pas de CD, ou les CD qu'ils avaient. Enfin, non, de disques à l'époque. Donc, on arrivait avec les nôtres, toute la journée on se baladait avec des sacs remplis de 33 tours. Donc c'était c'était une période rigolote. Bon, je le regardais un peu avec nostalgie, oui, c'est vrai. Alors, les fonds ont été débloqués, je crois que ça devait être en 85, de façon à ce que la radio puisse s'installer au 15 rue des Lois, dans la cave où on est actuellement, qui, dans les années 83-84, quand moi je me suis investi sur la radio, était plutôt un endroit où il y avait des soirées étudiantes. C'était une sorte de boîte de nuit assez sympa. Voilà quoi. Alors moi j'ai pas connu cette période-là parce que effectivement à un moment donné les financements d'État sont arrivés, ça a permis de s'investir dans les locaux, etc. Et ça devait être en 85. Moi j'avais décroché de la radio pour passer à autre chose. FMR, on avait des contacts avec FMR essentiellement, mon pays, puisqu'ils nous hébergeaient dans leurs locaux. Mais je crois que c'est tout. Ça, on était des étudiants, hein. Donc on allait en cours, on faisait de la radio, on se couchait tard, on se levait pas tôt, donc on n'était pas dans une démarche aujourd'hui structurée de radio. C'était quand même bon, il y avait des soirs où il y avait personne, ça émettait pas parce qu'on faisait autre chose, personne n'y allait. C'est aussi un peu pour ça que j'ai arrêté, moi, parce que au bout d'un moment, ça devenait lourd à porter, quoi. C'était, s'il y avait personne à l'antenne, il y avait personne, il y avait pas de salariés, tout le monde était bénévole, et puis il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui de former des jeunes à travers la radio, avec des contrats aidés, etc. Tout ça, ça n'existait pas, quoi. Oui, les outils techniques. Oui, alors, ça encore, ça, Radio Montpaïs, moi j'en garde le souvenir, on était bien équipés, quoi. Ouais, donc du genre il y avait un studio, comme ici, une cabine, comme ici, technique. Je me rappelle qu'il y avait 2 platines, on nous avait expliqué comment de passer de l'une à l'autre. Ça marchait très bien, quoi. Je me rappelle d'éphémère, parce que c'était la radio pionnière
pour les radios libres, c'était la référence, c'était éphémère, autant TSF, et puis après les autres radios étaient dans des formats déjà pré-commercial, en tout cas annoncés leur intention de d'évoluer, étant que éphémère c'était un lieu d'expérimentation. À l'époque, c'était quand même certains programmes d'éphémère, d'ailleurs, on se demandait vraiment ce qui s'y passait. C'était un lieu d'expérimentation, et puis c'était une radio militante, et puis bon, il y avait la personnalité de Philippe Fraisier, ouais. Consonne. F. Consonne. M. Consonne. F. Ouais, bon, le TSF, moi je m'en rappelle, le TSF et de grec, je me rappelle de Radio Campus, d'Occitanie, que j'ai mieux connu après, parce que Radio Occitanie s'est toujours beaucoup intéressé à la vie locale, donc dans le cadre de mon action politique, je les ai rencontrés plus souvent. Radio des Coteaux, je me rappelle de Radio des Coteaux, Radio Muret, de Cambos, je me rappelle, Radio Cambos, ouais. Allô, ici Radio Campus, sur 90 MHz, pour vous envoyer en l'air. J'ai souvenir d'émissions qu'on faisait de façon très volontaire, où on prenait un événement et on allait interpeller les gens directement au téléphone, à l'antenne. On était assez décomplexé par rapport à ça, quoi. Il y avait une manif, on était capable de téléphoner à un commerçant en disant vous avez vu passer la manif, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'appeler les flics après pour savoir, on nous a dit que, enfin bon, on nous répondait pas, et c'est vrai que le fait de dire vous êtes à l'antenne, donc on faisait des choses qu'on peut retrouver encore aujourd'hui d'ailleurs sur certaines radios généralistes, donc j'aime pas trop, je les trouve assez poujadistes, mais type RMC, voilà. Mais on était assez dans l'impulsion comme ça, mais très décomplexé, sans savoir ce qu'on faisait, et des fois on avait un outil entre les mains dont on ne mesurait pas forcément l'impact qu'il pouvait avoir, ou justement ces règles d'éthique, quoi. On était là-dessus. Bon, on était des étudiants, on s'amusait en fait, hein. On n'était pas nous dans une démarche de construction de radio comme Philippe Lozego l'a porté après, structuré, etc., quoi. Je sais, alors moi, là votre courrier c'est 15 janvier 86, moi j'étais plus du tout dans la radio. Je sais qu'à partir du moment où il y a eu l'obtention des fonds, il y a eu des problèmes de gouvernance au sein de Radio Campus, et qu'il y a eu, effectivement, j'ai entendu parler, moi j'étais déjà éloigné de ça. J'étais passé à autre chose. J'étais plutôt revenu sur les études à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a eu je sais qu'il y a eu des tiraillements dans l'équipe, des projets parallèles, des dissidences, etc. Bon, apparemment tout ça finit bien, puisque la radio existe encore. Et puis bon, vous avez de superbes locaux, l'aimer. Mais effectivement, alors, je peux pas être le témoin de cette période. On me l'a raconté. J'avoue qu'à l'époque, j'avais pas cette nostalgie que je peux avoir aujourd'hui. C'est vrai que je regrette maintenant de rien avoir gardé de l'époque, d'enregistrement, mais c'est vrai que donc j'ai peu suivi cette période de tiraillement, mais je sais qu'elle a existé après mon départ, ou celui de Jean-François, un an plus tard, dans les années 85-86. Vous allez entendre un communiqué du collectif Campus. Suite à l'émission Prol du 19 janvier 1989. Face aux réactions de nos auditeurs, et après les propos tenus au cours de l'émission mettant en cause et tournant en dérision l'emprisonnement de Jean-Philippe Casabonne en Espagne, le collectif Campus tient à préciser que les propos tenus n'engagent que leurs auteurs, d'une part. D'autre part, le collectif refuse de censurer l'émission au nom de la liberté d'expression qui doit rester sur notre antenne.
Déjà, moi la leçon que j'en tire, c'est que ça permet elle est paradoxale, c'est que ça permet de montrer qu'une décision politique permet de lancer un mouvement. La décision de Mitterrand de dire voilà, on libéralise les ondes, mais que la décision politique ne peut pas protéger ce mouvement de la mondialisation et du libéralisme, puisque donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que ça montre les possibilités et les limites de l'intervention du champ politique et de l'État, quoi. C'est un peu ce qui va se décider, de mon point de vue, aujourd'hui avec le web, les téléweb, quoi. On va voir l'émergence, effectivement, maintenant, de tout un tas de pratiques associatives autour de la diffusion, et que le marché prendra ses marques et prendra la plus grosse part de marché. Donc, et là, c'est vrai qu'il y a une réflexion intéressante pour voir comment on peut protéger ça de tous ces phénomènes de mondialisation. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, malheureusement, des radios libres, mais tout simplement aussi parce que le public n'a pas suivi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'auditoire, et les gens vont à la facilité qui consiste à écouter des flux musicaux interrompus, moi le premier. Donc voilà, donc c'est assez paradoxal, quoi. C'est assez paradoxal. La seule nouveauté qu'il y a eu, c'est quand même l'émergence des radios d'information qui elles marchent bien. Ce qui prouve qu'il peut y avoir un espace aussi pour des gens qui ne veulent pas écouter que de la musique, que ça soit France Info ou BFM plus récemment. Mais voilà, c'est une image assez contrastée, quoi. C'est-à-dire, bon, après moi je verse pas dans la nostalgie du style la libéralisation, les grandes années, etc. Mais c'est vrai que bon, il y a une décision politique, et cette décision politique, elle permet pas au mouvement de durer, parce qu'à un moment donné, le marché rattrape la décision politique, le mouvement associatif, et le réduit, quoi, aujourd'hui à une expression qui est quasi militante, quoi, parce que l'auditoire n'est pas forcément là, et ces radios, il y en a beaucoup encore qui continuent à exister, mais dans une démarche qui est quasi militante, quoi. Je suis pas très optimiste, pour être tout à fait franc, sur la capacité qu'ont aujourd'hui les radios associatives à trouver une place qu'elles avaient peut-être au tout début des années 80 et qu'elles ont perdu depuis, dans je dirais, la formidable pépinière qui existe de moyenne d'expression aujourd'hui, auquel s'est rajouté le web et tous ses dérivés, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la presse écrite, magazine, les radios, les télés, dans leur dimension câble et satellite, le web, plus tous les phénomènes de podcast, etc. C'est vrai, est-ce que la radio restera toujours, je dirais, un moyen d'expression important, quoi, sous des formes qui évolueront peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui les radios associatives ont une capacité à sortir de ce champ expérimental ou de ce champ associatif dont on parlait tout à l'heure, pour devenir des supports de communication majeurs? Bon, je pourrais vous dire oui, vous ne me croiriez pas, et ça serait pas être raisonnable, je le crois pas. Moi je crois que chacun est à sa place, et ce qui me paraît important, c'est qu'à côté du secteur marchand, il y a effectivement un secteur associatif, par moments militant, mais par moments qui ne l'est pas, qui soit en capacité effectivement de bousculer les règles. Et on s'aperçoit d'ailleurs que souvent les plus grands talents aujourd'hui de la presse, des radios, des télés, sont des gens qui justement sortent du secteur underground ou avant-gardiste ou associatif, les générations de journalistes formés à l'IB, l'équipe actuelle, enfin voilà, quoi. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview.
Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 80, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.